Bonjour, bonjour, c'est enfin Halloween et pour bien lui rendre hommage, je vous ai dégoté des traits d'horreur spéciaux et troublants qui se sont déroulés en camping et à la maison. J'ai vraiment hésité entre ces threads et une histoire développée, mais je me suis dit quoi de mieux pour Halloween que des témoignages réels et flippants au coin du feu. Si tu adores les traits d'horreur, les histoires creepy, flippantes et surtout incroyables mais vraies, tu es tombé sur la bonne chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo car ça m'encourage à continuer en sachant que mon contenu est apprécié et ça m'aide aussi à avoir un meilleur référencement sur YouTube. Une dernière petite question, quel est votre film d'horreur préféré pour Halloween? Moi c'est pas un film mais comme toute la série Conjuring que je regarde dans l'ordre chronologique des événements et pas celui de l'apparition des films. Ça me fait un genre de petit marathon de l'horreur quoi. Bref, maintenant, assis-toi confortablement, prépare-toi un bon petit café pumpkin spice pour écouter ces threads d'Halloween bien flippants. Moi c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Ezra raconte qu'il a eu quelques rencontres étranges en camping, mais que celle qu'il s'apprête à nous raconter l'a le plus troublé. À l'époque des faits, il était dans la trentaine et avec sa petite amie, ils avaient décidé d'aller camper pendant quelques nuits dans un endroit qu'elle connaissait et qui était juste au sud de Squamish, en Colombie-Britannique. Ezra précise que ce n'était pas un terrain de camping officiel, mais un genre de camping sauvage où tu dois te garer au bord de l'autoroute et continuer à pied pour y accéder. Ezra et sa copine ont marché avec leur équipement dans les bois qui séparaient l'autoroute de Howe Sound, qui est justement la voie navigable où se trouve Squamish à l'extrémité nord. Après environ 20 minutes de marche le long d'un sentier facile et bien utilisé, ils ont débouché sur un endroit avec quelques anciennes fondations de maisons et de bâtiments abandonnés, dont au moins un avait encore des escaliers en béton intacts. Ezra dit que cet endroit s'ouvrait également sur une jolie petite plage océanique et avait un espace ouvert qui permettait l'installation de la tente à côté du sentier qu'ils venaient de parcourir. Donc, en moins d'une demi-heure, la tente était installée, le feu était allumé et ils avaient assez de bois coupé pour passer la nuit tranquillement. Alors que sa petite amie s'était installée au bord de l'eau pour écrire, Ezra a décidé d'aller explorer le sentier. Comme vraiment explorer le sentier en aval. Il voulait savoir jusqu'où il s'étendait. Il n'avait pas eu à marcher longtemps car à quelques centaines de mètres, le sentier s'arrêtait brusquement au bord d'une falaise qui faisait facilement 150 mètres de haut et finissait dans l'eau. Ezra voyait la falaise de l'autre côté de l'eau, alors il a décidé de tenter de la contourner. Mais la forêt était devenue très dense et l'empêchait d'avancer. Du coup, il a rebroussé chemin au bout d'une trentaine de minutes. Ezra a alors rejoint sa copine sur la plage où ils sont restés jusqu'à environ 18 heures. Ils sont alors revenus à leur campement, ont ravivé le feu et ont préparé le dîner et bu du vin. Une très belle petite escapade à date, vous me direz. Mais attendez la suite. Après le dîner, ils ont tout rangé et laissé le feu s'éteindre. Puis, ils se sont préparés pour dormir et se sont enfin glissés dans la tente pour une bonne nuit de sommeil. Ezra a attrapé la hache qu'il avait utilisée pour fendre le bois de chauffage plus tôt et l'a emmenée avec lui dans la tente. Il dit que ce n'était pas quelque chose qu'il faisait normalement en camping, mais peut-être le fait que ce soit un camping sauvage qu'il avait besoin de se sentir protégé, quoi. Comme c'est généralement le cas en camping, il s'est endormi presque immédiatement. Il dit que l'exercice et l'air frais l'assomment à chaque fois. Pendant qu'il dormait, il a commencé à pleuvoir. Il pleuvait tellement fort et le vent était si violent qu'ils ont été réveillés. Étant prévoyant, Ezra avait pris le temps, plus tôt dans la journée, d'étaler une bâche sur la tente afin qu'elle soit étanche et qu'une grande partie du vent soit également bloquée. Et bien qu'ils étaient malgré tout bien au chaud, ils avaient eu du mal à se rendormir à cause de la tempête qui semblait faire rage à l'extérieur. Vers 2-3 heures du matin, Ezra, qui venait à peine de s'endormir, a été sorti de son sommeil par ce qui ressemblait à des pas en bas de la piste. La piste par où ils étaient eux-mêmes venus, quoi.
Ezra nous dit qu'à cette heure de la nuit, la tempête semblait s'être calmée, il n'y avait plus qu'une pluie légère qui cliquetait contre la bâche. En entendant ces bruits de pas, Ezra s'est assis à moitié dans la tente et à travers les tissus de la tente, il pouvait clairement distinguer une lumière descendre le long du sentier. Et cette lumière était full synchrone avec les pas qu'il entendait. C'était suffisant pour alerter Ezra et faire sonner ses alarmes. Et il avait raison. Après tout, qui pouvait se retrouver à cet endroit à pied à 3 heures du mat? Faut pas oublier qu'en plus, le sentier est bien loin des sentiers battus et qu'il est littéralement loin de tout et de tous. Bref, Ezra réfléchissait à ces questions quand soudain, la lumière s'est éteinte et les pas se sont arrêtés. À ce stade, Ezra était complètement horrifié. C'était une chose que quelqu'un soit en train de marcher dans cet endroit isolé à 3 heures du mat, mais c'en est une autre d'éteindre sa lampe de poche. Qui que ce soit qui est dehors, pourquoi il ressentirait le besoin d'être dans l'obscurité totale si ce n'est pour les agresser peut-être? En tout cas, dans ces conditions, personne ne s'attend à des intentions louables ici. Maintenant que la lumière était éteinte, Ezra a entendu, horrifié, les pas reprendre vers leur direction, mais une cadence beaucoup plus lente et plus douce. Instinctivement, Ezra s'est saisi de sa hache et il a réveillé sa copine doucement. Il lui a chuchoté. Ne dis rien, mais quelqu'un s'approche du camping. Sa copine était perplexe, alors il lui a fait un hochement de tête en direction du bruit et immédiatement, elle a capté le son des pas qui était maintenant plus proche et plus lent. Le couple s'est échangé un regard de panique, mais la fille a été un petit peu soulagée en voyant la hache. Le son des pas qui se sont encore une fois arrêtés alerte encore plus le couple. L'inconnu s'était vraisemblablement arrêté très proche de la tente. Pendant environ 5-10 minutes, il n'y a eu aucun mouvement, bien qu'ils entendaient clairement quelqu'un respirer à l'extérieur. Après ce laps de temps empli de tension, Ezra a finalement crié vers la personne qui est dehors. « Hey, qui que vous soyez, avez-vous besoin d'aide ?» Une fois ces mots dits, la lampe de torche s'est subitement rallumée et a éclairé la tente et le campement quelques fois. Comme si la personne faisait un ratissage visuel rapide autour d'elle. Puis, brusquement, la personne a repris sa marche sur le sentier en direction de la falaise. Très rapidement, l'inconnu avait disparu dans la noirceur de la nuit. Ezra en a alors profité pour enfiler ses vêtements, au cas où il y aurait une sorte de rencontre étrange au retour de cette personne, quoi. Parce que cette personne n'avait pas d'autre choix que de revenir sur ses pas. Rappelez-vous, au bout de la piste, il y a une falaise et une forêt impraticable. Après environ 20 minutes d'attente, personne n'était revenu du sentier. Ezra est donc sorti de sa tente et a allumé un feu. Sa copine s'est habillée et l'a rejoint. Après 20-30 minutes de plus, ils se sont fait du café et sont restés assis au chaud autour du feu jusqu'à ce que le soleil se lève. Mais, vous l'aurez deviné, toujours aucune personne n'est revenue de la falaise. Vraiment intrigué, Ezra a décidé de repartir vers la falaise et elle était toujours là, aussi imposante et infranchissable que dans son souvenir de la veille. Elle était toujours bordée de l'océan d'un côté et de la forêt de l'autre. Truc étrange, il n'y avait aucun signe du visiteur de la veille. Il ne l'avait pas trouvé, mais en plus il n'y avait aucune trace de pas dans la boue à part celle d'Ezra. Car oui, il avait plu la veille, donc techniquement si une personne marche sur un sentier de terre après une pluie ou sous la pluie, elle va définitivement laisser des traces. Mais clairement, pas cette personne-là. Malgré cette occurrence vraiment bizarre, Ezra a quand même décidé de voir s'il n'y avait pas de sentier secondaire. Mais rien, nada. Après cette seconde constatation, Ezra et sa copine ont décidé de plier bagages. Ils ne se voyaient pas passer une autre nuit dans cet endroit et c'est complètement compréhensible. Ezra nous dit qu'à ce jour, il n'a aucune idée de qui pouvait être cette personne, d'où elle pouvait venir et surtout où avait-elle disparu. Bien sûr, il finit par conclure qu'il était inutile de nous dire qu'il n'est plus jamais retourné camper à cet endroit. Et personnellement, je le comprends parfaitement, je ne serai plus jamais retourné camper à cet endroit non plus. Passons à l'histoire suivante qui nous est racontée par James. James et sa petite amie Sandra sont partis en randonnée du côté du lac Tahoe. Ils avaient parcouru un bon 5 km dans le sentier quand ils se sont arrêtés face à un spectacle aussi intrigant qu'effrayant. Surtout quand on est seul au milieu de nulle part, un peu comme eux quoi. Une bûche bloquait le sentier et un homme avec un couteau à la main était tranquillement assis dessus et les fixait.
L'homme avait une expression bizarre sur son visage. James l'a décrit comme étant ce genre d'expression placide et creepy qu'on n'arrive pas à décrypter. Le couple s'était arrêté à environ 300 mètres de cet individu et James lui a crié de poser le couteau. En entendant cette demande, l'homme s'est levé de la bûche et a commencé à marcher lentement vers eux. C'est peu de dire que James et Sandra étaient pétrifiés et ils se sont rapidement mis à courir en rebroussant chemin. À un moment donné, ils ont décidé de se séparer et donc de partir dans des directions opposées. James raconte qu'ils étaient à l'époque tous les deux dans la vingtaine et qu'ils avaient facilement pu dépasser l'inconnu creepy qui semblait avoir une 50aine d'années. James et Sandra se sont retrouvés sur le parking au début du sentier et se sont empressés de faire un signalement à la police. Il s'est avéré qu'il y avait une sorte de tueur en série loufoque qui sévissait dans cette zone de la Californie à cette même époque. Et ce type creepy que James et Sandra avaient rencontré ressemblait étrangement au portrait robot qui était publié dans les journaux. Ce trait est court, mais j'ai juste une seule petite remarque. Pourquoi vous séparez? Genre, à chaque fois que je regarde un film d'horreur et que les personnes se séparent, je sais que c'est le début de la fin pour elles. Vous vous dites que c'est sûr que le tueur ou la personne va poursuivre seulement une seule personne d'entre nous, donc il y en a au moins une qui va survivre, c'est ça? C'est genre une loterie de la survie ou quoi? Bref, est-ce que vous êtes comme moi? Dites-moi quel est le stéréotype de film d'horreur ou le comportement que vous ne comprenez vraiment pas du tout en situation de danger, parce que moi, dans ma tête, je me dis que quand on est deux contre une personne, mettons si on se fait attraper, on a plus de chances de survivre si on se bat à deux quand on est pogné à se battre que si on est toute seule. Mais je sais pas. Vous me direz votre avis dans les commentaires et maintenant on passe à l'histoire suivante. L'histoire, justement, qui suit nous est racontée par Simon. Il dit qu'il y a de ça 10 ans, sa femme Barbara et lui avaient prévu de faire une randonnée sur le mont St. Helens le jour de la fête des mères. Simon précise qu'avec Barbara, ils étaient musiciens amateurs et c'est important pour le reste de l'histoire. Maintenant, pour le mont St. Helens, c'est un stratovolcan qui se trouve dans le comté de Skamania dans l'état de Washington. Simon nous dit que c'était pour eux le moment ou jamais de faire cette randonnée car c'était le dernier week-end pour gravir le sommet sans permis. Il précise qu'avec cette période de l'année, la montagne était presque toujours couverte de neige, de sorte que tout le monde la montait avec des raquettes et une fois au sommet, la descente se faisait en ski ou en traîneau. Comme la veille de leur randonnée, ils avaient performé sur scène à Seattle, ils se sont couchés tard et ils ont dû commencer leur randonnée tard le lendemain. Simon précise qu'ils étaient tout simplement les derniers à gravir la montagne. N'empêche que c'était une belle journée, le soleil brillait et il faisait chaud. Ce beau temps a fait qu'ils avaient tous les deux eu du mal à atteindre le sommet parce que la neige fondait tellement vite au soleil que même les raquettes les empêchaient à peine de s'enfoncer et de glisser. Une fois au sommet, le couple se rend compte que le soleil décline rapidement et qu'ils doivent redescendre avant la tombée de la nuit. Du coup, ils commencent à descendre la montagne en luge et comme ils étaient les derniers à monter, ils étaient de loin les derniers à descendre. Simon raconte qu'avec le soleil qui déclinait, il n'y avait vraiment plus grand-chose de visible pour la signalisation, mais qu'ils savaient quand même où est-ce qu'ils en étaient dans leur parcours, car ce n'était pas la première fois qu'ils le faisaient. Il nous dit qu'il avait réussi à descendre la montagne et qu'il ne leur restait qu'à traverser la forêt jusqu'au parking. Ils ont alors rangé leur matériel et ont commencé à marcher à travers bois. Juste à ce moment-là, le téléphone portable de Barbara a bipé après avoir capté du réseau. Barbara n'a pas vraiment regardé son cell et ils ont ri du fait qu'elle était déconnectée toute la journée. Ensuite, ils ont continué leur randonnée jusqu'à ce qu'ils tombent nez à nez avec un couple au niveau d'une colline, qui montait en sens inverse, quoi. Simon dit que c'était très inhabituel à cette heure-ci de voir du monde monter. Déjà que eux, ils étaient en retard en descente et qu'il faisait déjà nuit. Le couple s'est arrêté et leur a demandé s'ils étaient les derniers randonneurs sur la montagne et Simon et Barbara ont confirmé. La femme a alors éclaté en sanglots. Elle leur a raconté qu'elle était venue avec son mari, sa mère et quelques amis, et que sa mère voulait le devancer en ski et qu'elle les retrouverait sur le parking à côté de la voiture. Mais quand ils sont arrivés à la voiture, sa mère n'y était pas. Elle n'a pas pu la joindre par téléphone, alors ils sont revenus pour la retrouver car il faisait déjà nuit à ce moment-là. Simon et Barbara leur ont dit qu'ils venaient d'avoir du réseau sur leur téléphone et que donc il valait mieux essayer de rappeler leurs amis sur le parking, advenant le cas que sa mère y soit. Ils ont rappelé, mais la mère était toujours portée disparue. À ce stade, Simon raconte qu'ils étaient tous inquiets et pétrifiés de ce qui aurait pu arriver à la pauvre femme.
Ils étaient en train de parler aux Rangers par téléphone quand l'un de leurs amis sur le parking les rappelle pour leur dire qu'il vient de voir la mère descendre d'une voiture. Simon raconte qu'ils étaient alors tous soulagés et ont rapidement dévalé la distance qui les séparait du parking. Pour ce qui est arrivé à la mère, elle était en train de descendre la montagne en ski quand elle a raté un virage très aigu. Elle a alors dégringolé la falaise et s'est retrouvée à 12 km du parking sur une route complètement enneigée et qui était en plus rarement empruntée par les voitures. Par chance, quelqu'un passait sur cette route et lui a donné un lift jusqu'au parking. Une histoire bien qui finit bien, oui, mais Simon insiste sur un détail vraiment flippant, car sans le savoir, ils avaient avec Barbara sauvé un couple. Dites-vous qu'en rencontrant ce couple sur la colline alors que la nuit était quasiment tombée, il les avait empêchés de continuer leur ascension à la recherche de la mère. Donc, s'ils avaient pu terminer leur randonnée quelques secondes plus tôt, ils n'auraient pas croisé ce couple qui aurait alors continué à monter la montagne et ils se seraient très probablement perdus, voire pire. Ça, c'est plus vraiment les histoires d'occurrence où c'est juste des personnes qui sont au bon endroit, au bon moment, puis ça a permis vraiment de sauver une vie. Puis je pense que dans un sens, au couple qui a perdu la mère et pour la mère, c'était leur jour de chance parce que eux, ils ont évité de se perdre dans une montagne quand même assez dangereuse et la mère, elle a évité de peu de mourir parce que chuter d'une falaise, ça reste quand même dangereux et les risques de blessures graves et de mortalité sont énormes dans ces conditions-là. Et que justement, même si elle est tombée sur une route qui est très très peu fréquentée, qu'elle tombe sur la personne qui passe par hasard sur cette route qui est très très peu fréquentée, ça reste quand même une chance. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe à la dernière histoire qui nous est racontée par Anna. Elle nous dit que son petit ami et elle avaient emménagé dans une maison dans la campagne, pas loin de Sarcoxie dans le Missouri, la ville où ils vivaient avant, Sarcoxie quoi. Elle nous dit que tout est allé à merveille pendant une année. Donc, tout s'est bien passé depuis son emménagement jusqu'à une année plus tard. Ensuite, le couple a peu à peu commencé à voir des shadow people, des gens de l'ombre, se déplacer sur les murs, les tapis, les rideaux et un peu partout dans la maison et autour de la maison. Anna nous dit qu'il n'avait aucune idée de qui pouvaient être ces ombres, d'où elles venaient ni ce qu'elles voulaient. Mais il semblait qu'au fur et à mesure que les jours passaient, ces gens de l'ombre devenaient de plus en plus nombreux et présents. Bref, le couple a fini par conclure que ces gens de l'ombre devaient sûrement être des gens qui sont morts sur ces terres et il s'est avéré qu'en 1945, il y avait eu un énorme incendie qui avait ravagé Sarcoxie et que de nombreuses personnes y ont perdu la vie. Du coup, ils ont essayé de faire un genre d'exorcisme de la maison en mode DIY. Genre, ils sommaient ces entités de quitter la maison au nom de Jésus-Christ, mais les entités semblaient s'en foutre royalement. Puis, un soir, vers 3 heures du mat', alors que Sandra et son copain étaient profondément endormis, ils se sont réveillés en sursaut par les bruits assourdissants de musique, de brouhaha de personnes qui parlent et qui dansent dans leur chambre. Si entendre ce genre de choses alors que tu es clairement assis dans une chambre visiblement vide n'est pas assez flippant pour toi, alors attends d'entendre la suite. Sandra nous dit qu'elle avait mis 2 petits ours en céramique d'environ 5 cm chacun sur la commode qui était juste en face du lit pour la décorer. Eh bien, alors que le couple était flippé en entendant tous ces bruits, ils ont complètement capoté en voyant ces 2 petits ours prendre vie et se promener sur la commode. Complètement affolée et horrifiée, Sandra s'est mise à hurler à plein poumon quand soudain, les ours se sont arrêtés en maintenant les mains vers le haut. Le copain de Sandra a alors commencé à exhorter les entités de partir et les bruits ont fini par s'arrêter. À cet instant, Sandra voulait juste sortir de cette chambre. Elle est partie au salon mais s'est vite rétractée et est revenue dans sa chambre parce qu'elle voyait encore plus de gens de l'ombre dans le salon. En fait, logiquement, oui. Tu en voulais plus dans ta chambre, alors ils ont déplacé la fête au salon, quoi. Je suis désolée. On revient à l'histoire. Sandra et son copain, qui à ce stade pouvaient clairement voir les visages de ces entités, les décrivaient comme étant effrayants et démoniaques. Mais elle précise que certaines entités semblaient perdues et impuissantes. Du coup, ce soir-là, ils ont refait un autre exorcisme pour inciter les entités à aller vers la lumière, et certaines l'ont fait. Certaines entités sont parties. Sandra dit qu'après cette soirée, seulement quelques entités d'apparence inoffensive sont restées,
et qu'après 2-3 autres exorcismes, elles sont toutes quasiment parties et il n'en restait plus qu'une. Une entité d'apparence masculine qui semblait particulièrement attachée à la maison. Sandra dit que cette entité ne la gêne pas du tout en comparaison à l'horreur psychologique et à la terreur qu'ils ont vécue pour pouvoir nettoyer la maison. Et même aujourd'hui, Sandra n'a aucune idée de ce que voulaient ces entités, ni pourquoi elles se sont pointées chez elle à ce moment précis. Et c'est la fin de notre dernier thread. J'espère que ces threads spéciales Halloween vous ont plu. J'ai vraiment essayé de cibler un thème qui se fait autour d'un feu de camp, puis dans cette ambiance halloweenesque. Mais toutes les autres histoires sur lesquelles j'ai vraiment hésité, vous les aurez pareil, parce que ça reste quand même des histoires intéressantes à raconter. Autre chose, je me suis rendu compte en préparant l'épisode que toutes les histoires impliquaient des couples, mais honnêtement je trouvais que ça collait encore plus avec l'ambiance d'Halloween. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que j'ai quand même réussi à vous transporter dans toutes ces ambiances creepy et à vous faire vivre ces témoignages flippants. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et un Halloween mémorable. Prenez soin de vous, profitez de la vie et surtout, restez safe. Ciao!